Ce jour-là, chacun à Beyrouth croit qu'il est lui-même visé. Moi, j'ai cru que c'était une nouvelle explosion contre moi. Tout le monde a cru qu'une bombe explosait à côté de lui. Et nous aussi. Nous sommes sortis pour voir où était la bombe, mais il n'y avait pas de bombe. Quelques minutes plus tard, on a vu la fumée venir du port. Il fallait le voir pour le croire. Quand on est sorti, on a eu l'impression de se trouver littéralement en enfer. La ville rentrant dans un cercueil dont elle n'est pas sortie. That a massive explosion shook Lebanon's capital, Beirut. More than 100 people have died. More than 4,000 have been injured. Die Ursache ist noch nicht geklärt. Un incendie aurait provoqué l'explosion de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium stocké dans le port. 2,750 tons of ammonium nitrate. Seul le Hezbollah peut faire débarquer du nitrate d'ammonium dans le port. Rien ne se fait au port de Beyrouth sans que le Hezbollah ne sache ce qui se passe. هاي النتوات هاي لحزب الله وحزب الله جابها وحزب الله مخزنها 6 سنين وحزب الله. أنا أود أن أؤكد اليوم أن أعلن وأؤكد نفيا قاطعا مطلقا حاسما أنه ما في شيء لإلنا بالمرفأ. Le Hezbollah est un parti politique. C'est une organisation sociale. C'est aussi une redoutable milice. Mieux armée, mieux entraînée que l'armée libanaise. C'est enfin une organisation terroriste internationale. Le Hezbollah fait passer Al-Qaïda pour de petits joueurs. Pendant l'opération Cassandre, nous avons découvert que le Hezbollah fonctionnait comme un cartel de la drogue. Nous avons découvert que c'était l'une des organisations criminelles internationales les plus redoutables. Le Hezbollah est dangereux. Il est fort, mais il n'est pas imbattable. L'ombre du Hezbollah plane sur l'explosion du port de Beyrouth et l'enquête s'annonce impossible. Comme si cette organisation islamiste était protégée par une impunité divine. Depuis 40 ans, ces militants infiltrent tous les rouages de l'État libanais et défient la justice. De confession chiite, ils rêvent d'instaurer la loi religieuse, la charia, comme en Iran.
Pourtant, au milieu des années 2000, une poignée de policiers de la DEA, l'agence antidrogue américaine, ont tenté dans le plus grand secret de faire tomber le Hezbollah. Ils ont enquêté sur 4 continents, révélé l'une des faces cachées de celui que l'on appelle le Parti de Dieu, avant de se heurter eux aussi à son statut d'intouchable. Le nom de code de leur opération, Cassandre, du nom de la déesse grecque qui avait le don de prédire les malheurs, mais que personne n'écoutait. Leur enquête démarre aux États-Unis, sur les ruines encore fumantes du World Trade Center. Je suis un ancien agent de la DEA, l'agence antidrogue américaine. J'ai travaillé pour la DEA pendant 28 ans. Elle a été créée pour lutter contre les organisations qui contrôlent le trafic de drogue. Je viens de New York. J'ai vu les attentats du 11 septembre. Mon frère était dans l'armée de l'air. Il est parti se battre en Afghanistan et est revenu dans un cercueil parce que son hélicoptère s'est crashé. Je suis donc très investi dans tout ce qui touche à la sécurité nationale. Après le 11 septembre, j'ai eu l'occasion de diriger la division des opérations spéciales de la DEA. Jack Kelly est un agent de la DEA. Nous l'avons recruté à la division des opérations spéciales. À son arrivée, il a travaillé à la section Amérique du Sud qui se concentrait sur la Colombie. Il en est devenu le responsable. Travailler à la division des opérations spéciales générait un sentiment de jalousie chez les autres. Nous n'étions pas l'élite, mais plutôt l'épine dorsale de la lutte contre les cartels. J'ai rejoint la DEA juste après le bac. Tout d'un coup, vous portez une arme. Vous êtes un agent fédéral affecté à New York. Vous avez juste 24 ans. C'était un sentiment assez incroyable. This is the battlefield. And this is the enemy. It is a crack epidemic. La plupart de mes équipiers étaient plus âgés. J'étais comme leur pitbull. Ils me libéraient et me disaient « Cours et ramène ce type !» Et je partais dans de folles poursuites dans Manhattan. Certaines duraient plus d'1 kilomètre. J'ai toujours ramené ma proie. Je suis maintenant chef d'équipe à la division des opérations spéciales. L'idée est de traquer l'argent des cartels. Nous nous faisons passer pour des criminels qui savent blanchir l'argent et proposons nos services. Cela permet d'infiltrer les cartels au plus haut niveau. Leur chef nous confie la mission la plus importante, récupérer l'argent de la drogue vendue dans la rue. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله، ماشي حالها، ظبطت موضوع البيعة وكل شيء؟ الفينكا؟ ايه معلوم، كتر خيرك، شو ضربت؟ مبروك، ماشي الحال. En Colombie, dans les écoutes téléphoniques, nous avons intercepté beaucoup de conversations en arabe.
C'était complètement nouveau. En tant que responsable des opérations spéciales, je n'avais jamais été confronté à cette situation. D'après nos renseignements, le Hezbollah était en train de s'implanter en Amérique du Sud et de se lancer dans le trafic de cocaïne et le blanchiment d'argent. Dans les écoutes, l'un des principaux trafiquants parle arabe. Il l'appelle le Taliban, parce qu'après le 11 septembre, tous les Arabes étaient surnommés talibans. On fait des recherches dans nos bases de données et on découvre qu'il s'appelle Chekri Harb. Chekri Harb était déjà connu du gouvernement américain. Chekri Harb était lié au Hezbollah, à l'Iran, et soupçonné d'attaques terroristes. Donc, nous infiltrons nos agents. L'un d'eux s'appelle... Comme il est d'origine libanaise, il parle couramment arabe. Nous l'envoyons rencontrer Chekri Harb en Colombie. Chekri Harb confie à notre agent infiltré: je transporte des tonnes de cocaïne jusqu'au port d'Aqaba en Jordanie. Et de là, je les achemine en Syrie et au Liban. Il lui répond: si vous importez de la cocaïne en Syrie et au Liban, vous devez être très proche du Hezbollah. Alors Chekri Harb sourit et hoche la tête. Oui, je travaille avec le Hezbollah. Puis il fait une proposition à notre agent. Nous avons 20 millions de dollars à blanchir. Vous pouvez faire ça pour nous? Notre agent répond: bien sûr. Notre agent les a tellement convaincus qu'il était un vrai méchant qu'ils lui ont proposé le contrat pour amasser les 20 millions de dollars et il l'a fait. 20 millions de dollars, c'est énorme. Je ne connais aucun autre agent qui ait collecté autant d'argent pour des trafiquants. Notre agent est devenu une telle superstar chez les trafiquants qu'ils lui proposent de diriger leurs opérations au Proche-Orient. Ça veut dire qu'un policier de la DEA infiltré va devenir un lieutenant du cartel de Medellín, responsable du trafic de cocaïne et du blanchiment d'argent. Nous avions découvert le lien incroyable entre les trafiquants de cocaïne colombiens et une organisation terroriste qui avait tué plus d'Américains que quiconque avant le 11 septembre. C'était une idée totalement nouvelle. Les autres agences du gouvernement trouvaient cela fantaisiste, parce qu'ils n'en avaient jamais entendu parler avant. La doctrine officielle était que le Hezbollah était trop religieux pour être impliqué dans le trafic de drogue.
Que racontent les Américains? Pourquoi sont-ils contre le Hezbollah? Nous, les drogues, on les considère haram. Selon notre religion, il est interdit d'en acheter, d'en vendre et d'en faire commerce. Comment pourrions-nous trafiquer de la drogue alors que nous l'interdisons? Ce n'est pas vrai. Je vais vous livrer un secret. Il y a 30 ans, nous avons décidé de ne prendre part à aucun commerce. Ni petit, ni grand, ni seul, ni en partenariat avec d'autres. Parce que dans tout business, il y a toujours des problèmes de corruption et de compromission. Ce n'est pas nous. Les Américains affirment que le Hezbollah trempe dans la corruption et le blanchiment d'argent pour salir notre réputation et convaincre leur peuple qu'ils défendent le bien en s'attaquant à des terroristes, à des corrompus. Il est où le terrorisme du Hezbollah dans le monde? Il n'existe pas. Nous sommes des résistants. Ils ne veulent pas que l'on résiste? Le Hezbollah résiste. Il est honnête. Et de toute façon, notre histoire parle pour nous. Les combats de Beyrouth ont pris une tournure plus violente, presque aveugle, car on ne sait plus exactement qui se bat contre qui. Les affrontements restent localisés... Sur la piste des trafiquants de drogue du Hezbollah, les policiers de la DEA plongent dans l'histoire sanglante et chaotique du Liban, le terreau du Parti de Dieu. À partir de 1975, Beyrouth est ravagée par une guerre civile et religieuse qui oppose les différentes communautés. Chrétiens, musulmans sunnites, musulmans chiites, druzes et palestiniens s'affrontent dans une guerre sans fin. En juin 1982, l'armée israélienne envahit Beyrouth pour en chasser les Palestiniens. C'est l'opération Paix en Galilée. Le conflit menace le fragile équilibre du Proche-Orient. Des militaires français et américains débarquent pour faire cesser les armes. Ils deviennent la cible d'une organisation inconnue qui a juré de libérer le Liban de toute présence étrangère. Débute ce qu'on appellera la sale guerre. En 1982, à la création du Hezbollah, je faisais partie des fondateurs. Nous n'étions pas favorables à la présence des Occidentaux au Liban. Nous avons toujours voulu qu'ils quittent le pays et cessent d'influencer la situation au Liban.
Beyrouth, à nouveau, ce soir endeuillé par un terrible attentat, mais cette fois, ce sont les Américains qui étaient visés, en leur propre ambassade. Aux dernières nouvelles, on parlait d'une quarantaine de morts. J'ai vu subitement un immeuble disparaître. C'était l'ambassade des États-Unis. Premier grand round entre le Hezbollah et les Américains. Les seconds attentats visaient la force multinationale qui était formée d'Américains principalement, mais aussi de Français, de Britanniques et d'Italiens. We figured it had to have at least 2,000 pounds of TNT. It was observed coming at a high rate of speed from the south of the building, crashed through the gate and through the guard post, and then detonated inside the lobby. There's a crater down there about 30 feet deep and about 40 feet across. Au Liban, c'était le premier attentat suicide. On n'en avait jamais entendu parler avant, ni dans le pays, ni dans la région. C'est le Hezbollah qui a importé cette technique d'attentat sur le sol libanais. بناء للأوامر الصادرة من قائد القوات المسلحة في حزب الله نمضي نفجر أجسادنا نزلزل الأرض تحت أقدام أعدائنا أمريكا وإسرائيل لبيك يا حزب الله لبيك يا حزب الله بالتأكيد Le martyre est sans aucun doute le plus grand secret de notre succès. Parce que dans n'importe quel combat, ton adversaire cherche à te tuer, à te prendre la vie. Or, si pour toi, ce n'est pas grave de perdre la vie, ce qui compte, c'est de parvenir à ton but. Il perd toute emprise sur toi. Un attentat suicide est un message. Nous sommes plus intelligents, vous êtes une grosse bureaucratie et nous allons vous battre. La France et les États-Unis étaient dans le même bateau. On essayait de comprendre ce qui se passait au Liban. Nous voulions connaître les noms de nos ennemis. Nous voulions leurs photos, connaître leurs planques et savoir comment les approcher. Une fois identifiés, nous appelons la force Delta pour les tuer. C'était ça mes ordres. La guerre, pour un agent du renseignement, ça provoque une montée d'adrénaline. En 1982-83, je me trouvais à la frontière libanaise. Et j'étais fasciné, car nous étions en guerre. Je voyais les raids israéliens sur la plaine de la Beka, et les bombes du New Jersey passaient au-dessus de ma tête. Ces bombes étaient aussi grosses que des bagnoles. C'était ça, mon arrivée au Proche-Orient. Le Hezbollah n'existait pas en 1982. Ils ont rassemblé tous les groupes chiites concurrents et ont créé une résistance unifiée.
Nous ne voulions pas que l'occupant connaisse l'identité de nos combattants. Nous avons profité de cette période pour nous organiser. Et dans un deuxième temps, nous avons commencé à revendiquer nos opérations au nom de la résistance islamique. Ce n'est qu'en 1985 que nous avons officiellement annoncé l'existence du Hezbollah. Décidée à mettre fin à 13 siècles d'humiliation, la communauté chiite libanaise explose. Aspirée dans le sillage de la révolution iranienne, les extrémistes musulmans libanais fondent un nouveau parti, le Hezbollah, en français, le Parti de Dieu. Les fanatiques, qu'on surnomme déjà les fous de Dieu, ne font aucun mystère de leurs intentions. Nous sommes les soldats de Allah et nous sommes épris de la mort. Nous voulons une république islamique, nous ferons du Liban un nouveau Vietnam. Rappelez-vous 1982. C'est juste 3 ans après la révolution iranienne. Et l'un des piliers était l'exportation de cette révolution. Les Iraniens sont venus au Liban et ont dit « Nous vous aiderons si vous formez un groupe de combattants. Vous savez tirer et manier les explosifs, on vous donne de l'argent, on n'intervient pas, alors allez-y. » On était pris déjà dans l'engrenage et le Hezbollah était devenu un acteur principal avec le nouveau style, les voitures ou les camions piégés avec des conducteurs suicides. Et ensuite, on est passé à une autre phase, c'est les prises d'otages. Good morning, everyone. It's the third hijacking this week involving Beirut, and this time the plane and most of the passengers are from the United States. TWA Flight 847 was en route from Athens to Rome this morning when it was hijacked by suspected Shiite Muslims and forced to fly to Beirut. They are beating the passengers. They are beating the passengers. They are threatening to kill them now. They are threatening to kill them now. We want the fuel now. We're standing in front of the TWA Flight 847, only a few feet from the cockpit. I can see Captain John Tesfrake next to one of the gunmen in the cockpit. How do you feel? We'll ask you more questions when the engines are off. Captain Tesfrake, can you tell me what has happened to you and what's happening to you now? Not very much is happening to us now. Can you talk to them? Do they speak English? Can you communicate with them? Sometimes better than others. It depends on who's on board. Quickly. Captain, many people in America are calling for some kind of rescue operation. I think that we'd all be dead men if they did, because we're continually surrounded by many, many guards. Do you have any thoughts on whether or not the United States should have it? C'est Imad Mournier qui est dans le cockpit de la TWA. Mounier était le grand responsable des premières actions terroristes du Hezbollah. Il n'était pas spécialement religieux. Il a commencé comme garde du corps, puis est devenu le chef des opérations terroristes du Hezbollah, en participant à toutes les actions depuis le début.
Il figurait en haut de la liste des ennemis à abattre du Mossad et de la CIA pendant des années. Mougnier était dans l'avion. Nous avons trouvé ses empreintes. Mais ce n'était pas lui dans le cockpit. Il n'aurait jamais montré son visage en public. Jamais. Il ne s'est jamais montré aux otages parce qu'il savait qu'un jour il serait libéré et qu'il pourrait l'identifier. C'était un fantôme et il savait rester un fantôme. Je devais le tuer. Tout son groupe était clandestin. On ne savait rien d'eux. Ils étaient peu nombreux, bien qu'ils aient commis des attentats d'envergure. Le Hezbollah n'a rien à voir avec les enlèvements et les attentats contre les Marines ou les parachutistes français. C'est apparemment sans regret que les GIs quittent le sol libanais pour s'installer à bord des navires de guerre américains qui patrouillent à proximité des côtes. Les Iraniens ont créé la plus puissante force militaire asymétrique de l'histoire moderne. Les Français et les Américains ont été chassés par un gars qui commandait 20 personnes. Dans l'histoire, il n'y a rien de comparable. Imad Mougnier et le Hezbollah ont gagné. Américains et Français quittent le Liban, humiliés et meurtris par les attentats suicides et les prises d'otages à répétition. Mais cette sale guerre des années 80 a laissé des traces. Depuis, Washington a classé le Parti de Dieu comme organisation terroriste et Imad Mougnier est devenu l'homme à abattre. 20 ans plus tard, quand les policiers de la DEA lancent l'opération Cassandre, ils croient tenir enfin l'occasion de venger les morts de Beyrouth et d'éliminer leur vieil ennemi, Imad Mougnier. Une mission d'infiltration des réseaux de trafiquants du Hezbollah est organisée en Jordanie. Mais les agents de la CIA, les services secrets américains, voient d'un mauvais œil l'arrivée sur leur terrain de concurrents aux méthodes de cow-boy. La police antidrogue jordanienne avait placé sur écoute les contacts téléphoniques de Chekri Harb. Une grande réunion devait se tenir à Amman. Et Chekri Harb devait présenter notre agent infiltré à des membres haut placés du Hezbollah. فانطوسي هذا قلت لي ساعة قوية وكل شيء فيش مشكلة بالمرة. حط جرايك بمي مسقعة، بتعرف شو مسقعة؟ ايه، كون نحن عارفينه منين جاي، هي أهم شيء. لا ساعة ما تحكرش الهم، من هالناحية ما تحكرش الهم. ايه. D'après les écoutes, nous avions de bonnes raisons de croire que Harb travaillait sous la protection de Mougnier. C'était une course contre la montre. Nos agents ne pouvaient évidemment pas transporter de la cocaïne pour le Hezbollah ni blanchir leur argent. Donc, cette réunion à Amman était notre unique chance de les démasquer.